j'ai quand même eu un privilège énorme. J'ai le sentiment d'avoir vécu, puisque maintenant j'ai 73 ans, les 73 premières années de ma vie de manière assez confortable et très agréable. Voix du Sud Touraine avec Ghislain Moreau. Tout semble sourire à ce chef d'entreprise accompli qui est toujours resté fidèle à la ville de Descartes. Mais comment a-t-il élaboré sa recette du bonheur ? Il va tout nous dire. Je suis né moi à Saint-Rémy-sur-Creuse, c'est à 3 km de Descartes. J'y suis né, jusqu'à l'âge de 20 ans j'y ai vécu. Voilà, et puis à partir de 22 ou 23 ans je me suis marié. Et à ce moment-là j'ai déménagé dans un autre village, mais toujours dans la Vienne, à 2 km de Descartes. Et cette fois c'est à Buxeuil, et c'est là où j'habite encore aujourd'hui. Donc évidemment j'ai vécu toute mon enfance autour de Descartes. Alors évidemment, c'était une enfance d'une autre époque, puisque moi je suis né en 1948, et donc on a profité de la vie, à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de télévision. Il y avait seulement la nature, la forêt, les champs, et puis surtout la Creuse, puisque finalement, cette rivière, elle était assez riche. Elle nous permettait de nous baigner, de nager, de vivre libre. Bon voilà, c'était une période différente. Et puis ensuite, la télévision est arrivée plus tard. J'étais déjà presque marié et donc on avait surtout une vie à la nature. Voilà. Donc en tout cas, j'ai passé une enfance extrêmement heureuse dans une famille nombreuse. C'était le cas à l'époque puisqu'il y avait beaucoup de familles nombreuses. Et puis nous étions toute une bande dans un petit village. C'était très, très, très original. Voilà. C'est évidemment très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était très heureux. Et puis on avait une grande liberté, je crois aussi, que peut-être on a moins aujourd'hui. Nos parents nous laissaient vivre en quelque sorte. Et donc, évidemment, il fallait rentrer le soir. Mais voilà, donc c'était une enfance très heureuse à la campagne. Par exemple, à l'époque, on était en vacances, on n'allait pas à l'école, le jeudi. Bien sûr, le samedi non plus. Et donc, on allait dans les forêts faire des jeux. On partait à 14h, on rentrait le soir, si c'était l'été, beaucoup plus tard. On allait, y compris, se promener en bord de Creuse, ce qui est complètement impensable aujourd'hui, parce que le bord de Creuse, ça reste dangereux, on pouvait se noyer. Mais en final, on a tous appris à nager. Tous les gens de mon petit village, on était 400 habitants, c'est pas non plus une grande ville. Et donc, on était partis sur les bords de Creuse, voilà. Alors bon, bien sûr, l'été, il y avait beaucoup de touristes. À l'époque, les gens venaient en vacances à la campagne. Pour les parents, ils venaient à la pêche. Mais ses parents avaient des enfants, et donc nous, on retrouvait les Parisiens, les Parisiennes. Donc, c'était tout à fait grave. Et on n'avait pas de contraintes majeures à rentrer tard, pas tard. On était d'abord en famille nombreuse, donc c'était compliqué de surveiller tous les enfants. Donc voilà. Comment se passait la vie de famille dans une famille nombreuse ? Comment le quotidien s'organisait dans l'espace familial ? Oui, alors l'espace familial, évidemment, d'une famille nombreuse, c'est compliqué. Donc on allait bien sûr à l'école, quand même, c'était l'essentiel de notre temps. Et puis le soir, quand on rentrait, il y avait forcément les devoirs à effectuer. Alors c'était très compliqué parce que nous étions 4 ou 5, puisqu'il y avait des différences d'âge. D'autres étaient déjà partis de la maison pour être à la fois au lycée, à l'extérieur, en pension. Et ceux qui restaient, évidemment, il y avait le contrôle du soir. Et bon, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, c'est quand même assez simple. On avait, en fonction de nos tranches d'âge, des copains d'en face. Ce qui était amusant, c'est que à l'époque, les familles vivaient ensemble, ou presque. Moi, je vivais chez mes voisins vivaient chez moi. Il y avait des échanges entre les familles, et du coup, j'avais une mère, bien sûr, un père, bien sûr, mais j'avais pas une mère, en réalité. J'avais aussi mes voisins. Quand je faisais des bêtises, tout le monde me reprenait. C'était pas simplement ma mère qui me reprenait. Donc voilà, c'était une vie amusante.
êtes allé à l'école dans ce village ? Oui, bien sûr, l'école était dans le village. On avait peut-être 1 kilomètre à pied à faire. Alors c'était 1 kilomètre formidable parce que d'abord en allant on allait assez vite parce qu'il fallait arriver à l'heure, mais le retour était beaucoup plus long puisqu'on profitait de la distance pour nous promener. Il y avait un monsieur qui faisait des bateaux par exemple à l'époque, c'était des bateaux en bois. On passait une demi-heure, 1 heure à le regarder faire et puis un peu plus loin il y avait une ferme, on allait... voilà, donc le retour était un peu plus long que l'aller. Mais l'école en tout cas c'était dans notre petit village. Jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et après, évidemment, on partait au collège, quoi, à l'extérieur. Et à Descartes en particulier. Et alors, du coup, au collège, vous étiez en pension ? Non, le collège de Descartes, c'était 2 kilomètres. Et donc, 2 kilomètres, nous, on revenait ici. C'était à partir du lycée où il fallait partir. Et donc là, moi, j'ai pas eu à le faire puisque j'avais choisi d'arrêter mes études. Je ne voulais pas continuer... comme mes frères et sœurs, à passer le bac, ça ne me convenait pas. Et donc moi, j'avais envie de me réaliser, j'avais envie de travailler, de faire des choses. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc à partir de l'âge de 14 ans, à cette époque-là, mon père travaillait dans la papeterie de Descartes, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc il m'a fait entrer comme apprenti dans cette papeterie. Et j'ai eu... la chance où j'étais content d'être apprenti, donc j'ai fait ça pendant 3 années. Et puis après, il y a eu quelques difficultés dans cette entreprise, des restructurations. Et donc j'ai dû changer de métier. Donc j'ai fait une formation qu'on appelle un CF, Centre de formation des apprentis. J'avais fait ça à Limoges. Et donc j'ai fait un métier comme d'électromécanicien. Voilà, puis ensuite j'ai trouvé un job évidemment toujours à Descartes, donc moi je suis assez fidèle, je suis resté vivre ici, donc j'ai commencé à travailler chez Barbeau, un peu comme tous les gens de Descartes à l'époque. Chez Barbeau c'était une énorme entreprise de 1000, un peu plus de 1000 salariés, et peut-être que tout le monde n'a pas travaillé à Descartes chez Barbeau, mais quand même beaucoup. Voilà, ensuite j'ai continué dans une briqueterie dans mon petit village de Saint-Rémy là. Et puis j'ai compris que je n'étais pas fait pour ces métiers manuels, et donc j'ai choisi de changer de voie. Voilà. Et donc j'ai décidé d'être commercial, et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 23 ans, après mon retour à l'armée. Donc je suis allé faire mon service militaire, évidemment. Et puis vers l'âge de 22 ans, 23 ans, voilà, je suis parti... comme commercial, j'ai trouvé une entreprise qui me convenait parfaitement bien, donc j'y suis resté 23 ans dans cette entreprise, donc j'ai fait 10 années de commercial pur sur le département et les départements limitrophes. Au bout de 10 ans, j'ai été promu comme directeur régional, et donc je m'occupais en gros toute la région centre, Val-de-Loire. Et là, donc j'ai fait en gros 10 ans de commercial et 12 ans de cadre commercial. Et elle commercialisait quoi, cette entreprise ? Alors là, les produits que je commercialisais, c'était ciblé sur les très grosses entreprises et les très grosses administrations. Et donc on vendait des copieurs, des copieurs de production et non pas le copieur d'étage qu'on trouve auprès des secrétaires. Et donc, c'était des matériels qu'on vendait dans des services de reprographie, dans des grosses structures, donc universités, régions, départements, EDF, toutes les grandes entreprises. Alors, je commence à faire le lien avec la suite. Après, c'est donc du coup 23 ans, c'est ça ? Ouais. Que s'est-il passé ? L'histoire, c'est que comme je visitais les grandes entreprises, j'ai rencontré une entreprise à Chinon qui s'appelle la centrale nucléaire. J'imagine que tout le monde connaît. Et cette centrale nucléaire, elle était en train de construire des nouveaux réacteurs. Et il y avait en gros 2000 salariés dans proximité de la centrale nucléaire, qui étaient des salariés externes à la centrale nucléaire. Donc c'était des maçons, électriciens, enfin beaucoup de petites entreprises. Et ils avaient besoin de faire des photocopies. Et donc ils demandaient à la centrale nucléaire de bien vouloir réaliser les copies. Et au bout d'un moment, le directeur en a eu marre. Et comme je passais par là, il me dit, est-ce que vous pourriez mettre à la disposition de toutes ces petites entreprises,
un matériel pour qu'ils puissent effectuer leurs photocopies sans passer et sans déranger nos personnels. Bon, je trouvais ça très amusant, donc je lui ai dit, écoutez, je réfléchis. Et puis moi, j'avais déjà l'idée de créer des structures. On avait d'ailleurs créé une amicale qui s'appelait le Club d'animation loisirs. Et on était une vingtaine et on organisait des fêtes dont l'objet, évidemment, était de produire un peu de résultats pour ensuite faire des voyages et s'amuser. Et puis comme nous étions nombreux, c'était compliqué. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est l'opportunité de créer une société à quelques amis. Et l'objet de cette société, c'était pas seulement de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'était plutôt sous la forme de bénévolat et de réussir à gagner un peu pour pouvoir partir en voyage. Et donc, je me suis retrouvé le vendredi soir en rentrant avec quelques copains et je leur dis, voilà, j'ai un projet. L'idée serait de mettre en place un photocopieur à la centrale nucléaire de Chinon pour permettre aux entreprises qui sont là de reproduire leurs photocopies. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a mis en place un principe de monnayeur. Et donc, les entreprises venaient dans un local que m'avait prêté le directeur de la centrale nucléaire, que ça arrangeait bien. Mais là, j'étais encore, moi, directeur commercial j'étais salarié, chez le marchand de copieurs. Et donc, j'avais proposé de créer une société qui était exploitante de photocopieurs. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'activité de photocopie dans cette centrale nucléaire. Le siège social était basé à Descartes. Nous étions 5 personnes, puisque c'était avec 4 amis. Et donc l'objet, c'était de faire des résultats pour avoir un peu d'argent pour partir en voyage. Voilà, complètement l'objet de cette structure. Et puis, finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est assez drôle parce que, bon, d'abord, c'était amusant. On allait relancer nos clients sur la centrale de Chinon. Et puis, comme nous étions jeunes, et pour aller là-bas, il y avait des vignerons... pas trop à l'aller parce qu'il y avait un peu de travail, mais surtout sur le retour. Et puis donc voilà, on a fait des soirées tout à fait exceptionnelles. Donc c'était vraiment quelque chose de joyeux. Avec le bénéfice, on a eu l'occasion quand même de partir en voyage. On a notamment fait entre autres la Coupe du Monde au Mexique. Donc nous étions 5 passionnés de football. Et donc on est allé au Mexique pendant 2 semaines. L'originalité d'ailleurs, on a réussi à vivre dans le même hôtel que l'équipe de football française. Donc on est resté une semaine avec Giresse, Tigana, Platini. Voilà, c'était complètement exceptionnel. Et donc on a continué comme ça, on a fait plusieurs sorties, et puis à un moment donné, on s'est trouvé piégé par le succès. Et donc, on a été contraints de devenir des professionnels. Ça veut dire que le côté amusement allait être moins présent. Et donc, on a commencé à recruter des gens. Et donc, c'est devenu une société sérieuse. Donc, voilà, la migration a dû se faire. Et on n'avait plus le temps trop de voyager. Et donc, on a développé notre activité à partir de 5 ou 6 années plus tard, quoi. Voilà. Alors... la centrale nucléaire de Chinon n'était pas, reproductible, donc cette structure ne permettait pas de nous développer beaucoup. Donc on a commencé à chercher dans les centrales, dans les galeries marchandes. Et puis on a réussi à mettre en place chez des commerçants dans les galeries marchandes des photocopieurs avec des monnayeurs à pièces pour le grand public. Donc on a réussi à en mettre 2 en place sur Tours, une autre sur Le Mans. Mais au bout de quelques temps, les commerçants disaient « mais finalement, on n'a pas besoin de vous, on va être capable de faire ça sans vous. Donc vous pouvez reprendre votre matériel et moi je vais acheter le mien chez le marchand de photocopieurs. » Et là, je me suis dit, je pense qu'on n'arrive pas à trouver de marché, peut-être il va falloir qu'on arrête. Et puis, comme par bonheur, je me trouve à la bibliothèque universitaire du Mans et le directeur de la bibliothèque me dit « j'ai absolument besoin de mettre en place un photocopieur pour mes étudiants dans la bibliothèque parce que nous n'avons pas de moyens financiers en tant que bibliothèque.
Et puis, c'était pas vraiment leur objet. Le bibliothécaire s'occupe plutôt des livres que des machines mécaniques. Donc, je ne connaissais pas le besoin vraiment, mais on a mis en place le premier photocopieur à la bibliothèque universitaire du Mans, qui a généré presque immédiatement quelques bénéfices. Et ensuite, on est arrivé dans un monde fermé avec des directeurs de bibliothèque au nombre de 85 environ sur le marché français, qui se connaissent parfaitement bien. Et donc, quelques mois plus tard, on a la directrice de la bibliothèque universitaire de Nantes qui dit « Je sais que vous avez mis ça en place chez mon voisin au Mans, et nous voulons la même chose à Nantes. Mais nous avons besoin de 2 machines. » Bon, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis, directement après, on a eu la bibliothèque universitaire de Marseille qui dit « Moi, je sais ce que vous avez fait et je veux la même chose. » Et puis ensuite, c'est parti comme ça, de manière assez fulgurante, où tous les directeurs de bibliothèque nous contactaient finalement pour avoir le même concept. En gros, c'était pour eux gratuit puisqu'ils n'avaient pas de moyens financiers. Donc, le photocopieur nous appartenait. On le déposait gratuitement chez eux. Nous, on vivait des photocopies qui étaient faites par les étudiants. À l'époque, c'était en francs, donc ça coûtait 50 centimes de francs. Et les étudiants se sont rués sur nos machines et on a fait des volumes de photocopies de manière énorme jusqu'aux années 2005 environ. Puis après, la photocopie de livres a été dépassée. Et donc, on a migré, bien sûr, nos savoir-faire vers l'impression numérique. Et donc, nos photocopieurs aujourd'hui s'appellent toujours comme ça, mais en réalité, ils font 95% d'impression et 5% de photocopie. Voilà, donc on a réussi à équiper 80% des bibliothèques universitaires de France. Ensuite, on a équipé la Bibliothèque nationale de France, Centre Beaubourg, toutes les médiathèques qui se construisaient. Donc, on se retrouve avec un parc d'environ 800 à 900 machines sur le territoire français. Voilà comment on est passé d'une société d'amusement à une société sérieuse. Voilà. Donc aujourd'hui, on doit faire à peu près 2 millions de chiffre d'affaires sur cette activité-là, qui existe toujours. Mais bien sûr, à partir de cette activité, on a dû en créer d'autres, parce qu'avec notre savoir-faire, on a eu un problème de pièces de monnaie. Les pièces de monnaie sont devenues vite un problème, parce que ramasser ces pièces, les comptabiliser, les porter à la banque, c'est devenu très lourd. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre en place un système de paiement par carte. Alors, c'était dans les années 85, quelque chose comme ça. La carte bancaire venait de naître. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui avait une compétence forte dans les technologies de lecteur de cartes et de cartes. Et donc, on a mis en place ça. On a dû mettre 2 années de mise au point avec des problématiques graves. Les étudiants chargeaient leurs cartes au départ, mais quelques jours après, elles étaient effacées. Enfin, ça a été très compliqué. Donc, en gros, on a mis un prototype en place qui a dû durer 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est parti. Et donc, à partir du moment où on a compris qu'on pouvait faire payer les photocopies non plus avec des pièces de monnaie, mais avec une carte, j'ai trouvé l'idée de pouvoir le déplacer sur d'autres endroits. Et on a équipé, par exemple, dans le même environnement, les restaurants universitaires, parce que dans les restaurants universitaires, il y avait des tickets qui correspondaient à un repas. Et donc, nous, on a mis en place des systèmes de cartes. Et puis, cette carte, on l'a étendue à d'autres marchés, dont je vous parlerai juste après. Donc, dans les restaurants universitaires, on avait une carte. Dans les bibliothèques universitaires, on en avait une autre. Souvent, il y avait du contrôle d'accès, il y avait encore une autre. Et donc, je me suis dit, la bonne idée serait de faire une carte unique, multiservice, pour un étudiant dans l'université. Alors, cette idée-là, c'était bien, mais il fallait la mettre en œuvre. Et donc, on a mis en place des développements informatiques, des logiciels, qui nous ont permis de devenir éditeur du logiciel qui permet d'éditer des cartes multiservices. Et donc, ce logiciel permet d'éditer la carte et d'informer tous les logiciels métiers. Et donc, ça a marché. D'abord, on a commencé à l'université de Tours, qui a voulu jouer le jeu avec nous. On a aussi, rebelote, fait un peu de prototype pour que ça fonctionne bien. Et puis, on a été contacté presque aussitôt par l'université de Lyon,
qui, elle, avait décidé de mettre en place pour l'université non plus une carte à piste magnétique, mais une carte à puce. Bien sûr multiservice, et on a gagné cet appel d'offres, et on a mis la première université en place. Et puis ensuite, rebelote, la chaîne a remarché de la même manière que dans les bibliothèques. Les universités nous ont contactés, pas les unes après les autres, mais presque. Et aujourd'hui, on équipe, même chose, 80, peut-être même 90% des universités de France. Donc on équipe toutes les universités parisiennes, toutes les universités lyonnaises, bordelaises. Voilà, donc on a eu un très très gros succès avec cette carte multiservice dans le monde de l'université. Alors après, avec tout ce savoir-faire de paiement, on s'est dit par où on peut aller encore. Donc on est allé dans le marché du lavage automobile. J'avais racheté une entreprise à Paris qui avait fabriqué des distributeurs de jetons. Et donc ma cible, évidemment, c'était tout ce qui était avec des jetons devenait une cible pour mettre sur la carte à puce. Et donc nous avons réussi à mettre en place quelques premières stations de lavage à l'aide d'un fournisseur qui fournissait les rouleaux de lavage. Et on a mis en place le paiement avec notre carte qu'on appelle une carte d'abonnement, une carte de fidélité. Et puis le paiement par carte bancaire. Alors ça a été très compliqué au départ parce que tout ce qui est innovant pose problème. Et donc là, les marchands de lavage auto ont fini par y trouver un intérêt. Et c'était assez extraordinaire. À chaque fois qu'on installait une borne dans ces lavages auto, avec le paiement par carte bancaire, le constat qui a été fait par les clients, donc, c'est que le chiffre d'affaires augmentait d'environ 25% systématiquement. Et donc, comme ça marche aussi en bouche à oreille dans le monde du lavage auto, tout le monde se parlait. Et du coup, on a eu un résultat assez fulgurant. Donc, c'est assez étonnant. On est passé de 800 000 euros à 5 millions de chiffre d'affaires en quelques années, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une autre voie. Plus récemment, on a mis en place le système de péage de parking, c'est-à-dire que toujours dans la même idée vers quelle destination on peut aller, on a trouvé que le marché du parking ressemblait à ce qu'on faisait. Et donc on vend maintenant, on fabrique et on vend les distributeurs de tickets à l'entrée du parking. Quand on va payer son temps de stationnement dans un parking, il y a une borne de paiement et on fabrique évidemment cette borne de paiement. Et puis pour sortir, on a la borne de sortie du parking. Alors tout ça, c'est la partie mécanique. Bien sûr, maintenant, le tout est relié, tout est connecté. L'ensemble de nos matériels sont connectés sur des plateformes. Et donc les logiciels qui permettent aux gens de gérer, d'exploiter. Voilà à peu près le parcours de notre structure. Le groupe s'appelle Cap Monétique. Donc je suis à la fois le président et le créateur. Et ce groupe a des filiales métiers. Donc j'ai gardé des structures par métier. Le métier du lavage automobile est un métier. Donc la structure s'appelle EAS Money Concept. La création de cartes pour les étudiants s'appelle Money Carte. Et donc on fabrique là des logiciels qui nous permettent d'éditer les cartes à puce qui ont des fonctions assez grandes dans l'université, puisque maintenant on a la capacité de gérer des salles, d'emprunter des livres, enfin de faire toutes les choses. Et puis l'activité d'exploitation de photocopie dont j'ai parlé au départ, qui s'appelle CEDECO. Voilà, donc on a une holding et des structures par métier. Cette entreprise est donc située à Descartes. Il n'a jamais été question que vous l'installiez ailleurs ? D'une part, elle est à Descartes. Alors évidemment, Descartes, j'y suis né, j'y suis bien, j'ai tous mes amis autour de chez moi. Donc ma vie, je ne l'avais pas envisagée pour aller ailleurs. Et puis j'ai trouvé un intérêt extraordinaire. J'ai eu à reprendre des structures à l'extérieur, notamment sur Montpellier, une autre sur Nice. Et là, je me suis rendu compte que nous avions un avantage énorme, c'est d'être au centre de la France.
particulièrement dans le marché de nos universités, eh bien, on est à portée de 80% des universités au départ de Descartes à 3 heures, 4 heures maximum. Contrairement aux gens de Montpellier, lorsqu'ils devaient se déplacer, c'était le cas dans le contrôle d'accès, puisque on a aussi développé une activité contrôle d'accès qui s'appelle à Descartes. Et on avait racheté une structure à Montpellier qui allait dépanner dans le nord de la France. Il fallait pour eux partir 2 jours, 3 jours. Et là, le centre de la France est quand même bien positionné pour ce marché français. Donc Descartes me semblait une bonne idée. On a eu beaucoup d'aide aussi avec la communauté de communes qui a été vraiment présente pour nous a aidé à nous agrandir. On a récemment ouvert plutôt on a déplacé l'activité qui était basée à Nice que nous avions rachetée de fabrication de bornes et on a donc installé ça à Descartes en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Et maintenant, donc, on fabrique nos bornes, non plus à Nice, mais à Descartes. Et forcément, on est mieux positionné, quoi. Ça me permet de rebondir sur la composition au niveau humain de cette entreprise. Combien avez-vous de salariés? Quels sont les différents corps de métier qui sont présents pour toute cette chaîne, en fait? Alors maintenant, on va dépasser les 100 personnes. Je ne sais pas trop, on doit être à 110, 115 personnes. Chez nous, on fabrique et on vend. En gros, on ne vend que ce qu'on fabrique. Ça veut dire qu'on a à la fois besoin de gens pour monter les bornes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, il nous faut des câblages. Donc il y a des câbleurs qui travaillent. Il y a des monteurs qui sont chargés de monter. Mais avant de faire tout ça, il y a des ingénieurs qui développent les cartes électroniques. Alors on a une particularité probablement, c'est d'avoir des compétences électroniques et aussi des compétences informatiques, puisque autrefois toutes ces bornes étaient construites en électronique. Jusqu'en 2000, on n'avait que des électroniciens chez nous. Et puis le premier informaticien est arrivé dans les années 2000. On peut dire aujourd'hui qu'on a plutôt 80% d'informaticiens et 20% d'électroniciens. Parce que toutes ces bornes, elles sont connectées, et pour être connectées, évidemment, il faut des logiciels. Donc on a beaucoup d'équipes de développement chez nous. Bien sûr, on a des techniciens d'après-vente qui ont à intervenir sur les sites. Et puis il y a une comptable évidemment, des gestionnaires, des secrétaires. Je pense qu'on a à peu près tous les métiers de la fabrication à la commercialisation, puisqu'on a évidemment beaucoup de commerciaux chez nous. Quel chef d'entreprise êtes-vous? Alors, je crois ma particularité depuis l'origine, la création, c'était d'abord pour m'amuser. Et donc, j'ai réussi à faire ça dans toute ma vie professionnelle. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler. Donc, le mot travail me va pas trop parce que, en gros, je m'amusais plutôt que je travaillais. Et j'ai voulu inculquer ça. Donc, j'essaye chez moi d'inculquer cette notion de... le travail, ça doit être fait pour non pas souffrir. On n'est plus à l'époque où on travaillait dans les mines, j'imagine. Et donc moi, j'ai essayé de donner ce thème, d'arrêter de prendre les choses trop graves, même si la vie est compliquée. On ne gagne pas toujours, il nous arrive de perdre, mais on doit être capable de supporter l'échec. Et donc j'essaye d'enseigner comme quoi l'échec, ça fait partie de la réussite. Voilà. Donc on a gagné souvent, on a perdu quelques fois, mais il faut essayer de rester calme. Donc moi j'essaie plutôt de créer l'ambiance. Donc on a chez nous, je trouve, une bonne ambiance. En tout cas, je suis le moteur de cette voie-là. Quand on vous écoute, effectivement, alors soit c'est parce que vous prenez la vie du bon côté, mais on a l'impression que tout a été facile pour vous, de cette époque où vous avez commencé avec vos amis pour vous amuser, jusqu'à aujourd'hui, le développement d'une grosse entreprise. Oui, mais peut-être que c'est, le succès est un peu lié à ce que j'explique, c'est-à-dire que les gens se sont passionnés aussi, on a eu évidemment beaucoup de chance. Alors d'abord, les recrues, elles sont toutes locales, donc quand je dis toutes locales, à
à 50 km maximum. On a vraiment des gens locaux avec qui finalement on a réussi à identifier leurs points faibles et leurs points forts. Malheureusement, nous avons tous des points faibles, hein. Mais heureusement, nous avons aussi tous des points forts. Et on a réussi à positionner chaque individu au fur et à mesure qu'on a grandi dans des postes qui leur convenaient à merveille. Et donc, je trouve que quand on a des gens qui sont bien positionnés dans leur activité professionnelle, forcément, ils sont contents. Parce que la vie est facile quand on sait faire les choses. Et donc, du coup, je trouve que ça s'est développé de manière un peu naturelle. Alors, évidemment, on a eu quelquefois à se séparer de gens, mais ça se fait tellement naturellement. C'est très rare que j'ai besoin d'intervenir. En réalité, il y a un état d'esprit qui existe chez nous. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur avec un état d'esprit opposé ne peut pas s'intégrer. Donc, je n'ai pas trop d'efforts à faire là-dessus. Bon, bien sûr qu'on a des moments difficiles parce qu'il y a des moments qui vont pas comme on veut. Mais je pense que quand on a confiance en soi, comme les autres avaient confiance en eux aussi, moi je pense que quand on est sérieux, qu'on sait bien faire les choses, avec des équipes performantes, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan technique, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à trouver un chemin. Voilà. Alors quelquefois le chemin il est assez compliqué à trouver. Ça veut dire qu'il faut quand même relever les manches. Mais en final, quand on réussit à trouver, ben voilà, c'est parti, quoi. Donc c'est assez difficile de trouver le chemin. Bon, je peux dire que j'ai eu quelques bonnes surprises. Ma fille a fait une école de commerce. Donc elle a vécu 6 mois à Los Angeles, elle a fait 6 mois aux États-Unis. Et puis je pensais qu'elle allait travailler dans des grandes entreprises avec son expertise. Et quand elle a terminé ses études, elle est venue me voir pour me dire, voilà papa, je voudrais travailler avec toi. Alors je suis tombé des nues, je me disais, tiens, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais bon voilà, j'étais très heureux de ça. Et puis elle me dit, j'ai un copain qui fait ses études avec moi et j'aimerais bien qu'il travaille aussi avec nous. Et donc j'ai dit, bah, écoute, déjà ton petit copain, le mieux ce serait que tu me le présentes, et ce qu'elle a fait. Et donc finalement j'ai accepté de recruter les deux. Ils avaient 23 ans, ils en ont 50 maintenant. Et donc on travaille ensemble de manière assez étonnante, et même chose, ils ont fait les mêmes études, mais ils avaient des points forts et des points faibles différents. Et ils se sont naturellement orientés. Donc ma fille s'occupe de direction financière, administrative, et mon gendre, lui, s'occupe maintenant de l'activité recherche, développement, marketing. Et puis moi, je me retrouve le président de l'ensemble du comité de direction. Donc voilà, donc ça a été une très bonne surprise. Et en tout cas, j'en suis très très heureux parce qu'aujourd'hui, c'est elle évidemment qui reprend l'activité derrière moi. Donc depuis 10 ans ou 15 ans déjà, elle a la totale autonomie. Et donc voilà, donc cette vie-là, elle était quand même surprenante, cette partie. Et voilà, tant mieux pour moi. Est-ce que au milieu de toute cette vie professionnelle assez dense, vous arrivez à vous échapper? Alors le voyage continue de me passionner, donc je voyage en permanence. Et puis mon métier me permet de voyager avec un intérêt. Et donc je vais souvent en voyage semi-professionnel, quoi. Voilà, puis en même temps, on a équipé les universités des Antilles, Guadeloupe, Martinique. On a équipé La Réunion. On est allé récemment plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Je suis allé à Tahiti. Donc, ma vie professionnelle m'emmène aussi dans ces endroits-là. Le Maroc, évidemment, le Sénégal. Et puis après, ben évidemment, j'ai mon choix aussi personnel. Donc je fais du kitesurf, par exemple, plus récemment. Il y a une petite dizaine d'années, je me suis mis à faire ça. Et donc maintenant, on a 2 fois par an, on va sur des spots. Je fais partie d'une association, on est un peu plus de 100 personnes à l'île de Ré. Et donc voilà, j'arrive tout de suite de Tunisie. Là, on était à Djerba parce qu'il y avait du vent, c'était le moment. Et puis j'ai une autre activité qui me prend depuis toujours, c'est le football. Donc moi je suis sportif évidemment. Et je fais du football, j'ai commencé en 1968, on a créé le club de Saint-Rémy-sur-Creuse, mon petit village. Et j'y joue toutes les semaines depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Si on compte 68, 2011, ça doit faire 52 ans que je continue de jouer au football à Saint-Rémy. Après, j'ai un autre club de foot à Tours, donc je joue sur la vallée du Cher avec mes copains des Stars Crampons, voilà.
Et puis j'ai aussi l'équipe de vétérans à Billy. Donc je suis assez disponible pour faire tout ça. Quels sont vos projets pour les mois, les années à venir ? J'ai envie de dire que je suis plutôt opportuniste et donc je suis toujours ouvert. L'histoire du rachat des 2 entreprises au début de cette année, c'est parce qu'il y a eu une opportunité. Je suis toujours prêt à saisir les opportunités, donc je n'ai pas de projet particulier, mais je suis là, présent. C'était Voix du Sud Touraine avec Ghislain Moreau. Un podcast proposé par la communauté de communes Loche Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.